Gérard Larcher. Cher François Fillon, cher Pénélope Fillon, chers amis à 320 degrés, ceux qui ont choisi la douceur de l'ombre et ceux qui ont choisi la force de la lumière et du soleil. À tous, je souhaite le meilleur. Le dernier dimanche d'août, et depuis 4 ans maintenant, le rendez-vous annuel que nous donne François Fillon pour nous retrouver après la trêve estivale, ici dans la Sarthe, sa terre, celle qui l'a forgée, celle qui lui a donné sa première légitimité, comme le maire de Sablé nous l'a rappelé ce matin en ouvrant notre journée. Et ce rendez-vous-là, vraiment, je ne pouvais pas le manquer. Vous ne pouviez pas le manquer. La campagne des primaires est désormais engagée. La compétition qui désignera celui ou celle qui sera notre représentant de la droite et du centre est lancée. Chaque candidat va développer son projet, livrera ses orientations et le calendrier de la réforme. Ce sera l'heure du choix. Certains l'ont déjà fait, d'autres auront encore à se déterminer. Ils le feront en conscience, sachant que ce rendez-vous avec la France, ce rendez-vous pour la France, nous ne pouvons pas le rater. Le président, qui sera élu en 2017, devra en toute priorité réhabiliter la fonction présidentielle et l'exercer. Et en premier lieu, retrouver un État puissant, source d'autorité, et nos ateliers ce matin l'ont rappelé. Vous savez, parlons des récents cafouillages, de Notre-Dame-des-Landes à Calais, de Nuit debout aux scènes de guérilla urbaine. Et je n'évoque pas, comme Philippe Bas, l'épisode Léonarda. Oui, ces cafouillages ont participé au sentiment de délitement de l'autorité de l'État. C'est d'ailleurs ce que pensent nos compatriotes. Ils sont moins de 30% à considérer que l'État et les pouvoirs publics font preuve de suffisamment d'autorité. Cette perte d'autorité de l'État est devenue insupportable. Elle est insupportable pour les Français, elle est insupportable pour la France. Au fond, elle mine la crédibilité de la France. Comment prétendre jouer le jeu des grandes puissances sur la scène internationale quand la presse étrangère se fait l'écho de l'impuissance d'un État de faire cesser la pagaille au moment de l'ouverture de l'Euro de football, ou quand le New York Times met à sa une la photo de CRS confronté à des manifestants? Comment lutter efficacement contre le terrorisme et assurer la sécurité des Français quand l'État a tant tardé à organiser efficacement nos services de renseignement, quand nos forces de l'ordre sont exsangues de fatigue à force de ne rien prioriser au niveau de l'exécutif? La France, si elle laisse saper les fondements de son autorité, risque de perdre la maîtrise des territoires. Nul besoin de remonter bien loin dans l'histoire pour en apercevoir le spectre. La crise des banlieues, celle de 2005, et ce que sont devenus aujourd'hui les territoires perdus de la République, où les zones de non-droit se sont installées, où les voyous règnent en maître devant une population désabusée, désespérée. Les zadistes des Pays de Loire illustrent localement ce délitement de l'autorité de l'État. Et pour les Français, cette perte de confiance en l'autorité de l'État me paraît être une source d'anxiété, d'angoisse. Quand on craint pour sa sécurité ou celle de ses enfants, on ne vit ni libre ni heureux. Je suis personnellement blessé quand certains de nos compatriotes finissent par choisir de s'installer ailleurs. Et vous l'avez évoqué ce matin, quand ce n'est pas l'exil pour d'autres, ce qui est encore pire pour moi. Parce que la République est au cœur de nos engagements, nous avons le devoir de restaurer l'autorité de l'État. Car si les populismes se nourrissent du désordre, c'est l'État de droit qui protège la démocratie et les citoyens. Les populistes confondent avec perfidie et cynisme autorité de l'État et État autoritaire.
Pour restaurer cette autorité, je vois personnellement 4 urgences. En tout premier, la fonction présidentielle. La Ve République a été conçue pour être représentée par un président fort, chef des armées, garant de la continuité de l'État et arbitre, et j'insiste, arbitre entre les pouvoirs. À ceux qui, par ignorance ou par calcul, voudraient ébranler cet édifice, je dis mesurer toute l'irresponsabilité qu'il y aurait à brader ce qu'il y a de plus essentiel dans nos institutions. Le président de la République doit s'appuyer sur des forces de sécurité et une justice, nous l'avons évoqué ce matin, en capacité de faire respecter l'état de droit. C'est, me semble-t-il, la seconde urgence. Un État fort, c'est une police et une gendarmerie guidées par des objectifs clairs et soutenus par une volonté politique. Les forces de l'ordre, gardiennes de la paix, je le disais à l'instant, ont besoin de clarté dans les instructions données. Un État fort, c'est un État qui fait respecter partout les lois de la République et qui s'oppose à tous les communautarismes qui s'attaquent à nos valeurs. Je dis bien tous les communautarismes. Nous avons trop longtemps renoncé et toléré, notamment un islam radical qui a rusé avec notre droit, je dis bien rusé avec notre droit, et refusé de s'approprier et de partager notre histoire. Et quand l'autorité de l'État vacille, c'est la liberté qui recule, c'est la radicalité qui s'impose. Il faut maintenant que l'islam modéré qui respecte la République et ses règles, celui qui met le respect de nos lois avant le respect de la foi, s'impose, et nous devons l'aider. L'islam en France doit maintenant faire place à l'islam de France. Nous devons retrouver un État qui se porte garant de la cohésion nationale et non un ferment de division et de fragmentation sociale, qu'elle soit religieuse, ethnique ou territoriale. Un État fort, c'est un État qui a les moyens de faire respecter la loi. Or, nous l'avons évoqué aussi ce matin, le service public de la justice est en péril. Comment tolérer que les prévenus soient relâchés avant leur comparution devant le juge, faute de pouvoir tout simplement les transporter du centre de détention au tribunal? L'autorité de l'État devra tout autant s'imposer pour remettre de l'ordre dans nos finances publiques qui sont exsangues. Cette troisième urgence est essentielle car elle est la condition de notre indépendance et de notre souveraineté. Il n'y aura pas de souveraineté sans restauration de nos finances publiques. Oui, mes chers amis, il faudra nous désendetter, donner plus de liberté à nos entreprises, par plus de flexibilité, pour plus de croissance et plus d'emplois. Il faudra être aussi attentif, et François, c'est ma sensibilité sur ce point, à la nécessité de réinventer, et je n'ai pas dit de continuer, de réinventer un dialogue social du XXIe siècle, indispensable à notre cohésion. Enfin, le prochain président de la République devra faire preuve d'autorité pour réduire la fracture territoriale que connaît notre pays. Ça n'est pas une mince affaire, ça n'est pas qu'un propos de sénateur, c'est un propos de cohésion nationale. Une partie de notre pays, que j'appelle la France d'à côté, souffre en silence. Mais elle souffre en silence aujourd'hui en disant non aux valeurs que nous portons, aux valeurs de la démocratie. Des villages, des cités en province sont aujourd'hui plus démunis, plus dépourvus de services sociaux que nombre de communes périphériques de Paris ou de Lyon. Et je peux vous assurer que j'étais, il y a peu, pas très loin, dans la Marne, où il y a peu, j'étais présent en Haute-Loire, quand on en est encore à ne pas avoir la téléphonie mobile, à 300 mètres de la mairie. Comment voulez-vous parler d'équité territoriale, de capacité de développement d'un territoire qui ne soit pas fracturé et abandonné? Il faut redonner espoir à cette France-là, cette France négligée qui se sent oubliée, méprisée, comme si, et je reprends une formule d'un maire du Pas-de-Calais, comme s'il n'existait que seules quelques régions et métropoles puissantes qui domineraient en quelque sorte la scène politique. Oui, mes chers amis, Gérard Longuet, Serge Grouard, Bruno Retailleau, il y a un instant, nous ont évoqué le récit de l'histoire de France. Il faut maintenant cette histoire
en dessiner l'avenir. Une fois l'autorité de l'État restaurée, notre pays fera de nouveau résonner sa voix en Europe et dans le monde, au service des valeurs dont nous avons la responsabilité de faire fructifier l'héritage. L'Europe traverse une crise parmi les plus graves de son histoire depuis la guerre froide. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'Europe. L'Europe, la France en est une partie. Et on ne peut pas être contre le continent auquel on appartient. Il s'agit de savoir ce qu'on veut faire de l'Europe. La solidarité des nations européennes ne doit pas signifier uniformisation, effacement de notre personnalité, de notre culture, dévalorisation de notre histoire, mépris de nos intérêts. L'Europe que nous voulons signifie projet, dynamisme, ambition partagée dans lesquelles les parlements nationaux doivent enfin trouver mieux leur place. Le futur président de la République, et je m'adresse à toi, François, devra faire cesser cette guerre stérile entre soi-disant fédéralistes et soi-disant souverainistes, et rassembler autour d'un seul objectif le pays, relancer le projet européen pour en assurer la survie. Oui, être gaulliste, et je ne m'approprie pas, nous le sommes désormais tous un peu, même Bruno Retailleau est converti, c'est croire que la nation française constitue un héritage à partager, qu'il nous appartient de faire vivre et de transmettre au travers de notre récit national de nouveau enseigné. Seule la volonté et le courage politique nous permettront d'y parvenir et de redonner ainsi espoir à des millions de Français. Oui, mes chers amis, plus que les propos de Montebourg, de Duflot ou de Hamon, ce quinquennat restera dans notre histoire comme un quinquennat pour rien. La situation de la France est aggravée. Ce gouvernement aura inventé l'overdose fiscale et aucune réforme susceptible de remettre notre pays sur la voie du redressement, de la croissance et de l'emploi n'a été réalisée. La voix de la France est devenue quasi inaudible sur la scène internationale. La diplomatie française en est l'exemple le plus frappant, au Moyen-Orient notamment. Quel gâchis de voir l'État de la France dans ce Moyen-Orient aujourd'hui déchiré, martyrisé, abandonné, livré finalement au débat entre deux puissances, la Russie et les États-Unis. Eh bien, je dois vous le dire, il faut que la voix de la France soit portée par un homme comme François Fillon, qui depuis toujours nous dit le chemin à suivre pour cette présence de la France dans le monde, et notamment au Moyen-Orient. En fait, j'allais dire enfin, nous assistons au crépuscule de ce quinquennat. Il est donc temps d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Cette nouvelle page, je sais qu'un homme a la capacité, la détermination, le projet pour en être l'auteur. Et cet homme, vous le savez, c'est François Fillon. François et moi, avec beaucoup d'autres ici, nous avons longtemps cheminé ensemble, livré bien des combats. Il me paraît être le point d'équilibre entre la modération des hommes de l'Ouest, je n'oublie pas que je suis orné d'origine, et la fougue et le courage aussi des coureurs automobiles, sa vraie seconde passion. Il a su montrer par le passé sa capacité à réformer, à ne jamais reculer devant l'obstacle. Il a su faire la démonstration qu'il est un véritable homme d'État. À vous qui êtes aujourd'hui assemblés, je veux vous dire que ces 3 mois qui nous séparent de la primaire doivent être des mois d'action et d'engagement. Le rendez-vous d'avril et mai 2017 est essentiel pour la France. Et quand on parle de la France, on ne peut pas s'arrêter aux effets de manche, aux incantations. La France exige le meilleur de chacune et chacun d'entre nous. Si nous aimons la France comme nous aimons notre mère, comme le disait Gérard Longuet ce matin, alors nous devons lui donner le meilleur
d'entre nous au cours de ces 90 jours. Alors je vous le dis, je suis fier. Je suis fier aujourd'hui d'accorder mon parrainage à François Fillon, de l'assurer de mon amitié constante et fidèle. Une amitié, François le sait, qui ne tremble pas. Une amitié, le mot est paraît-il interdit, heureuse, mais une amitié qui permet, ensemble, d'affronter les tempêtes pour maintenant, atteindre le port qui convient. Et tu vois, de l'autre côté de la Seine, le port vers lequel nous voulons t'amener pour la France. Alors celui qui incarne nos espérances, celui pour lequel nous nous sommes engagés, celui à qui nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, je l'appelle maintenant, c'est François Fillon.